Salut à tous, bienvenue dans cet épisode numéro 161 de Bits. Bonjour les gens. Bonjour Stéphane. Salut, ça va? Ça va bien, merci, et toi? Ça Ça fait va. longtemps qu'on n'était pas tous les deux Ouais, réunis. c'est clair. Bon, ce soir, on vous a encore sélectionné un paquet de news tech dans tous les sens. Il y a tout, de la voiture électrique, on va parler d'espace aussi, pas mal de Ouais, sujets autour de l'espace. d'intelligence artificielle. Vous allez presque pouvoir cocher le bingo hits. Ah, On est pas mal. on verra bien. On va vous parler de sortie d'update, de téléphonie mobile, et de géologue. Plein de trucs sympas ce soir. Avec une peut-être légère interruption puisqu'on attend le repas qui aurait dû arriver il y a 20 minutes. Voilà. Voilà. Les interactions dans le live, c'est parfait. Voilà. Alors avant de commencer, on va remercier l'ensemble des gens qui vont nous soutenir. Et pour nous soutenir, ça se passe sur tipeee.com/stdrenegade ou sur Twitch en direct pour ceux qui sont là avec nous dans la chatroom ce soir. Et ouais. C'est via leur Prime Gaming, donc l'abonnement Amazon Prime qui vous donne droit à un abonnement gratuit, un sub gratuit sur Twitch, comme on peut dire, qui participe à notre soutien. Merci à vous. Et ce soir, on remercie... alors, qui c'est qui nous a soutenu il n'y a pas longtemps? Charlie qui nous a soutenu. Bah oui. Avec son 41e mois. Merci avec à toi, son resub. Charlie. Son resub, exactement. C'est parfait. Écoute Stéphane, je te propose de commencer de suite. On y va. C'est Allez. parti. Et c'est toi qui commences. Yep. Évidemment, tu es là, tu vas nous parler C'est moi qui m'y colle. d'impression 3D. Ouais, forcément, avec un pont imprimé en 3D pour les JO 2024 de Paris. Donc c'est un architecte bien connu des Bordelais, puisque c'est Lavigne et Chéron. Alors comme ça vous parle pas? Eh ben c'est ceux qui ont fait le pont Chabandelmas à Bordeaux. Regardez pont Chabandelmas pour ceux qui sont pas bordelais, vous verrez un petit peu ce qu'ils sont capables de faire. Et donc là, ils ont étudié un pont imprimé en 3D. Alors, c'est pas de l'impression plastique, on est d'accord, c'est de l'impression béton. Voilà, donc avec des imprimantes à béton. Mais voilà, on va vous montrer tout de suite les images. Donc, ça va donner ça. Donc moi je le trouve plutôt design, assez futuriste. Il est plutôt sympa si on regarde comment il est fait, tu vois, c'est niveau prise au vent, tout ça, c'est assez aérodynamique. Ah, tu crois que c'était étudié pour Je sais pas du tout. Pour qu'il ne s'envole pas. Je pense que c'est juste pour le style, mais on a quand même l'impression presque que ça a été étudié en soufflerie. Donc il sera là pour traverser le canal Saint-Denis à Aubervilliers, voilà, et donc ça va relier très certainement un stade ou le village olympique. J'ai pas plus de détails que ça. Je l'ai trouvé assez sympa. Donc voilà, on avait envie de vous partager ça. Nice. D'accord. C'est avec les camions pompes là, avec les bras qui vont. Ouais. Alors mais je pense qu'ils vont imprimer certaines parties avant, puis ils l'assembleront. Okay. Ils vont l'assembler sur place. Je pense pas voilà, parce que ouais, ils vont faire comment les supports? Et après tu coupes les supports comme quand t'imprimes. Non, ça va pas le faire. Donc voilà. Mais vrai. Franchement, je trouve qu'il a de la gueule. Voilà, il a de la gueule. Non, mais il y a des trucs intéressants. Attention, j'ai peut-être un message pour Nico Poppy. Là, c'est en route, Nico. Voilà. Donc prépare-toi, c'est en route. Je répète. Bien. Impression 3D. On passe sans transition à véhicule électrique. Le retour d'un véhicule électrique mythique. Ah ouais, le retour du comeback. Du fils de la revanche du Hummer. Alors, on connaît tous le Hummer de Arnold Schwarzenegger, le bon gros, c'est ça, c'était le H1. Après, il y a eu le Hummer un peu plus baby, le H2. Et là, ils nous sortent un Hummer en version électrique. Alors, je suis pas un grand fan de la marque à la base. Je trouve ça gros pour pas grand chose. Bon, ça va avec les grands espaces américains, on va dire. Puis à la base, c'était quand même un véhicule fait pour l'armée américaine. Bon, vous allez voir que la version électrique, elle a rien à voir avec un véhicule de l'armée. Donc, juste pour vous montrer la tronche qu'il a. Donc, avec un toit un peu amovible et tout. C'est quand même assez sympa. Mon fils a le même pour ses Playmobil. Je t'avoue, ça me fait tellement penser à ça. Regarde. Il a de la gueule. Alors, il a un truc assez sympa, c'est que, bon, forcément, c'est un concurrent direct au Cybertruck de Tesla. On va pas se le cacher. Sauf que lui, si tu jettes une boule de pétanque dessus, il se casse pas. Il se casse pas. Vraiment. Il y a 3 moteurs électriques qui vont développer une puissance totale de 1000 chevaux. Non, mais il faut ça pour le bouger, l'engin aussi. 563,48 km d'autonomie, je crois. Non, enfin, en fait, c'est parce que c'est annoncé en miles, donc c'est 350 miles. Mais 550 km d'autonomie sur un véhicule de ce type-là, je trouve ça quand même assez énorme. Il fait quoi, 4 tonnes, 5 tonnes? J'en sais rien du tout. Mais l'intérieur est sympa. Si tu regardes l'intérieur, là, franchement, je le trouve assez cool. Et alors, il a un mode crabe.
Non. En fait, il peut rouler en diagonale. C'est vrai? Ouais. Donc il a un mode crabe pour rouler en diagonale, etc. Et Donc comment il fait les roues tournent à 90? ben, j'en sais rien. Donc ça va être intéressant à voir parce que pour l'instant on l'a pas vu en action. Il sort les pinces. Mais franchement, ça va être assez intéressant. Il va arriver donc fin 2021 et le ticket d'entrée sera de. Alors là, on lève le capot. Hein, il y a pas grand chose. Tu crois qu'en c'est dessous, top. c'est les batteries? Ouais, je pense. Hein. En grande partie. Et voilà. Et l'habitacle, tu vois, donc t'as presque 5 vraies places, quoi. Non, mais Franchement, t'as il y a de la largement 5 places. Enfin, Ouais. si c'est du gabarit des Hummer qu'on connaît déjà. Ouais, Ça a l'air d'être plutôt le H2 déjà. Oui, c'est plutôt la taille du H2. Mais je pense, c'est ouais. ultra large comme véhicule. Donc, ticket d'entrée, $112 000. Voilà. Alors, c'est pas exorbitant, on va dire. Ça reste C'est cher. pas exorbitant. Je suis pas sûr que le Cybertruck, le ticket d'entrée soit à ce prix-là. Ah non, il est beaucoup moins cher. Ouais. Il est beaucoup moins cher. Mais après, sur le haut de gamme, c'est à voir. Parce que c'est à partir de 112 000, on n'a pas encore le détail sur les options, etc. Oui, sur les Message équipements. pour Nico Poppy. Il est bientôt devant, tu peux y aller. Merci Nico. Et donc, il y a une caractéristique qui est hyper intéressante en fait. C'est que c'est le premier qui va utiliser les batteries Ultium de GM. Qu'est-ce que c'est donc? Alors, les batteries Ultium de GM, c'est des batteries qui ont été développées en partenariat avec LG Chemicals. Hein, Ah, donc, ok. la branche chimique qui fait C'est pas les ces cheminées? recherches. Non, c'est pas les Ah cheminées. merde. Et donc, de LG. Et en fait, le truc, c'est que cette batterie, elle est estimée en durée de vie à 1,6 million de kilomètres. Non, mais c'est une estimation, j'ai jamais pu le tester. Voilà, Ah, c'est facile. c'est une estimation. Mais après, sur les dernières, sur les Tesla, je crois que on n'est pas loin du million de kilomètres en estimation. Et il y a un gars qui commence à s'en rapprocher. Et en fait, ce qu'elles ont de particulier, outre leur durée de vie, c'est qu'elles utilisent très peu de cobalt. Donc on sait les problèmes environnementaux que peuvent engendrer l'utilisation du cobalt, etc. Et donc là, ça utilise un autre cocktail, nickel, cobalt, manganèse, aluminium. Mais il y a du cobalt dedans, du coup. Il y a du cobalt, mais du coup, il y en a moins. Parce qu'il y a d'accord, 4 ok, métaux il y en a pour moins. faire les électrodes. D'accord. 4 métaux pour faire les électrodes au lieu de 3. En fait, avant, c'était nickel, cobalt, manganèse. Maintenant, ils rajoutent en plus de l'aluminium, ce qui fait qu'on peut diminuer la dose de cobalt. Et on a des électrodes qui fonctionnent même à un meilleur rendement. Et au niveau de la recharge, ça va encore un peu plus vite. Donc c'est assez intéressant. Et donc voilà, c'est le premier véhicule qui sera équipé de ce nouveau type de batterie. D'accord. Est-ce qu'on a une date d'arrivée? Ouais, fin 2021. Ah, ok. Ah, avant ou après le Cybertruck? Ça va être la question. That's the question. Le Bon, prix après- d'entrée est à 1000 euros. Par contre, la Cybertruck, facture va ouais. suivre après. Oui, c'est ça. C'est n'importe quelle Tesla, hein, quand tu la commandes, elle est à 1000 euros. C'est l'avantage. Bon. Du coup, tu avais choisi un véhicule électrique. Je me suis senti obligé d'en choisir un aussi. Ah bah, tu à, m'étonnes. à la hauteur de ce que tu as choisi. Hein, donc, Du coup, j'ai forcément- choisi le forcément. Dacia Spring. Eh oui, évidemment. La version low cost européenne de l'Est du SUV. Alors là, on est plutôt sur un SUV électrique. Il faut savoir que c'est de l'acier recyclé de Lada. C'est ça. Entièrement découpé et plié à la main avec des ciseaux. Bref. Donc, Ça sent bon, nous dit Nico. C'est bon. donc Dacia, hein, qui est une filiale effectivement de Renault, Nissan, Mitsubishi, Ouais. nous a présenté ce magnifique véhicule, donc le Dacia Spring, donc qui est hérité du Duster, hein, qui est le SUV urbain qu'ils ont déjà dans leur gamme. Donc, et qui positionne comme étant le véhicule électrique le moins cher du vieux continent. Voilà, ni plus ni moins. J'aime bien les petites touches de orange dessus. Orange. Donc il y a alors le prix n'a pas encore été officiellement annoncé partout. Par contre, sur le site hongrois, pour les 100 premiers exemplaires qui vont sortir, 100 premiers exemplaires qui vont sortir, il y a un tarif qui a été annoncé déjà autour de 17 755 € environ. En Hongrie, du coup, je vous défile les vidéos, enfin les images en attendant. Oh. Du coup, il y en a qui ont. Alors, autant j'aime bien l'extérieur, autant l'intérieur, là, ça pique. Alors c'est très plastique et autocollant, c'est habillage autocollant. Hein, enfin Dacia si c'est ça. Et pitié, Renault, arrêtez avec TomTom, quoi. C'est pitié. Hein. Non, je crois qu'il y a du Android Auto dedans. Maintenant. Ah oui, Ouais, mais après. il doit y avoir du CarPlay et du Android Ouais. Auto, mais là, tu vois, le GPS par défaut, c'est du TomTom. Hein. Voilà. Oh, sûrement. Donc voilà, donc les gens se sont prêtés à l'exercice d'estimer le tarif français en fonction du tarif hongrois avec la TVA là-bas plus les taxes locales et tout Vas-y, ça. ça donne quoi? Ce qui nous amènerait à un tarif de environ 15 600 € en France. Ouais, c'est pas cher.
Et de ça, tu peux déduire la prime écologie. Donc entre 6 000 ou 7 000 euros, suivant quand c'est que tu l'achètes, et ta région et tout ça. Et donc, tu arrives à un tarif de environ 10 000 euros pour un véhicule électrique. Ouais, c'est pas mal. C'est relativement intéressant. Après, la taille, parce que ça ressemble à un Duster, mais c'est plutôt plus petit. Du coup, la taille, c'est la taille d'une 208 électrique à peu près, non? En mode petit SUV plutôt. Mais, oui, c'est en mode petit SUV. C'est un peu plus haut. Ta position de conduite est un peu plus haute. Ouais, je pense, ouais. Voilà. Et donc, ouais, ultra pas cher pour un véhicule électrique. Et pour ça, qu'est-ce qu'on a? On a une autonomie de 225 km en cycle mixte. Pour un usage urbain, on va plutôt monter à 295 km d'autonomie, ce qui est plutôt intéressant. Alors pourquoi ça augmente en milieu urbain? Parce que tu as notamment le freinage avec la récupération d'énergie. Oui. Donc contrairement au véhicule thermique, tu gagnes en autonomie quand tu freines. Donc ça c'est plutôt cool. Et qu'est-ce que j'oublie? Une batterie 26,8 kWh, ce qui est tout à fait correct. Ouais. C'est pas ouf, mais je vais rester sur le Hummer. Ah non, c'est pas un véhicule ultra puissant non plus. Et avec ça, tu as une vitesse de pointe de 225 km/h. 44 chevaux. 44 chevaux, ouais. Bah écoute, pour un petit SUV urbain électrique, ça fait le taf. Ouais, sinon, il y a des trucs en vente à la Fnac aussi. C'est ça. T'as c'est quoi, la Citroën Ami? La Ami. Bon, c'est sans permis, là. Pour moins que ça. Mais ça monte pas à 125 km/h, tu vois. Ah non. Et au niveau en fait, il faut choisir entre un passager ou un coffre. Oui. C'est vrai que ça monte qu'à 45 km/h. Donc, c'est pas tout à fait le même usage. Non, pas tout à fait. Donc, pourquoi pas? J'attends de voir, même si ça reste fondamentalement du Dacia en termes de finition. C'est intéressant d'avoir un positionnement qui arrive sur ce marché-là. C'est pas si mauvais. Hein. Je veux dire, sur des véhicules familiaux, c'est pas si mauvais. Mais c'est vrai que là, je trouve que l'intérieur, tout de suite, c'est en photo, faut le voir en vrai. Oui, faudra aller voir ça. T'as quand même l'impression de faire un bond en arrière dans le temps, quand même. Hein. Mais bon, voilà. Mais après, on en a pour notre argent, quoi. Exactement. Mais en tout cas, une technologie électrique qui arrive à ce prix-là, c'est super. On reste dans l'électrique. On reste dans l'électrique. On aura fait quasiment le tour du marché de l'électrique, puisqu'on va parler de Tesla, évidemment. Vous pouvez cocher une nouvelle case dans votre bingo de la tech ce soir. Puisque notre ami Elon Musk, évidemment, oui, on se connaît très bien, je ne vous ai pas dit. Mais... Ah oui, c'est notre ami. Il a annoncé sur Twitter qu'ils allaient enfin lancer les tests en bêta. Alors attention, ça veut tout dire, de la conduite en autonomie, complète autonomie. Donc la voiture roule toute seule, tu touches plus le volant ni rien. Est-ce que c'est comme la bêta de Gmail? Est-ce que c'est ça? C'est le truc qui va durer pendant ça dure combien de temps? 15 ans. C'est sur invitation uniquement. Voilà, alors il a un petit peu teasé ce qui se passe derrière tout ça, c'est que c'est une réécriture, une refonte même complète de leur système de conduite autonome, donc le FSD, Full Self Driving. Et pourquoi? Parce qu'en fait, qu'est-ce qui a changé dans la voiture? C'est que maintenant, en plus de... En fait, elle va au-delà de juste capter l'environnement pour réagir. Maintenant, elle va aussi prédire potentiellement les actions qui vont pouvoir se passer autour d'elle. Ouais. Donc avec toutes les heures de conduite et les kilomètres parcourus par le véhicule, ils ont emmagasiné tout ça. Ils ont fait une grosse base de données. Avec du machine learning. Avec du machine learning et une IA derrière, évidemment. Forcément. Parce qu'ils ont de la big data. Très bien. Ils ont digitalisé l'ubérisation des véhicules électriques. Bref, bon, et donc la voiture, maintenant, enfin toute la partie autonome de la voiture va prédire l'environnement. Donc en fait, avec les capteurs, elle va du coup capter l'environnement, et avec leur moteur d'entraînement par machine learning qu'ils ont fait, ils peuvent prédire les actions qui vont potentiellement se passer, et du coup la voiture va plutôt être en mode c'est classe. En mode j'ai perdu mon mot. C'est quoi le mot qu'on a? Anticipation, voilà. C'est ce qu'on t'apprend en plus quand tu passes le permis. On t'apprend toujours à anticiper ce qui peut se passer. Anticiper pour ne pas subir. Anticiper le mouvement des autres, ce qu'ils peuvent faire, etc. Griller un feu, mal s'arrêter, ouvrir une portière, etc. Mais la voiture va faire la même chose maintenant grâce à cette nouvelle intelligence dedans. Développer un instinct. Parce que moi, souvent, tu vois, quand je conduis, je dis « Oula, lui, je le sens pas ». Ouais, et ben peut-être. Et donc la voiture va faire pareil. C'est beau. Nickel, voilà. Il manque 5G. Oui, alors, désolé. C'est pas c'est après. C'est pour après. Voilà, c'est pas pour tout de suite. Donc voilà, ça sera un accès en bêta, évidemment. Ça sera un accès limité à un nombre de conducteurs experts. Et toutes les Tesla sont pas compatibles.
Et toutes les Tesla sont pas compatibles. Non, bah non, sûrement pas. Il n'y a que les dernières générations. Alors, sur les modèles S et modèle 3. Les modèles X, je pense qu'ils sont tous compatibles. C'est la dernière plateforme, en fait. Celle qui a la dernière version de l'électronique. Bah ouais. Voilà. Et alors, évidemment, ça va être au début très lent. La voiture va faire extrêmement attention. Donc, ça va pas être ce qu'on peut imaginer en termes de conduite autonome. Et il y a plein de questions qui se posent, hein, notamment, c'est comment les voitures vont négocier les virages, les feux, les stops, les tournants, etc. Parce que jusqu'à présent, ça se faisait pas. Voilà, les voitures avaient le niveau d'autonomie actuellement, c'était juste pour s'adapter à la vitesse dans une conduite et éventuellement changer de fil, mais pas les virages. On avait quand même vu une démo de Tesla l'année dernière, sur lequel c'était un parcours qui avait été déjà fait, etc., mais où elle était 100% autonome. Elle s'arrêtait au stop, elle tournait avec la direction du GPS, elle savait qu'elle devait tourner à gauche, elle mettait le clignotant, etc., etc. Après, on se doute que c'était un parcours qui avait déjà été fait. C'était enregistré, c'est scripté, tu sais. Qui était peut-être même scripté. C'est comme dans les jeux vidéo quand on te fait un waouh, mais en fait c'est du précalculé. Mais bon, à voir, hein, de toute façon. Toi, t'aurais confiance comme ça dans un véhicule qui a totale autonomie? Pas tout de suite. Pas tout de suite, c'est ça. Je vais attendre de voir les autres rouler. Pas tout de suite, et je vais attendre de voir aussi qu'elle se soit pas pris un ransomware, un petit hacker, tu vois. Voilà, bref. On voit l'expert sécurité qui parle. Pas tout de suite. Et le mec qui t'embarque, il va t'amener n'importe où. Ah bah là, mais là c'est pire qu'un ransomware, c'est-à-dire qu'il te réquisitionne toi en fait, il te séquestre, il t'emmène chez lui à la cave direct, garé, hop. C'est ça. C'est parti. Kidnapping en direct. Bien, allez, en revenant sur des actus tech un peu plus légères, on va vous parler de Windows 10. 2012. Le 20H2, l'update de octobre, qui est là, aïe, elle arrive. Donc c'est, vous savez, il y a 2 mises à jour par an de Windows 10. Il y a une grosse mise à jour et une plus petite mise à jour. Ça, c'est la plus petite de l'année. Mais il y a quand même quelques nouveautés qui arrivent dedans. Parmi les premières, alors voilà, le petit panel de nouveautés qui arrive, je vais vous détailler quelques trucs intéressants dedans, pas tout dans le détail, mais les principales. Le premier, c'est le menu démarrer, et oui, encore lui. Qu'est-ce qui change dessus? Pas grand-chose, vous voyez, c'est juste les thèmes de couleurs. Donc on va avoir un thème qui s'adapte au thème choisi dans Windows, donc un thème clair ou sombre. Et surtout, c'est la fin de la couleur d'accentuation. Tu vois, le bleu là que tu avais avant, maintenant, il va devenir un peu plus pastel, donc tu ne pourras plus le choisir. Et ça, c'était un bleu qui était très hérité avant de la partie mobile, et du mode tablette et tout ça. Et des tiles. Donc en fait, tu te détaches un petit peu de ça pour arriver dans une meilleure intégration graphique dans un environnement desktop. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a Microsoft Edge. Donc il y a le nouveau Microsoft Edge qui est basé sur Chromium maintenant, qui est intégré, donc le Edgeium. Et Microsoft poursuit l'intégration dans Windows 10, cette fois en incluant dans le Alt Tab, c'est le gestionnaire de tâches pour naviguer entre les applications, les onglets de Edge qui seront directement visibles. Donc tu pourras Alt Tab entre tes onglets de Edge avec toutes les applications à côté. Évidemment, si comme moi tu ouvres 72 à peu près onglets dans ton navigateur, c'est l'option que tu vas désactiver en premier. Voilà, c'est ça. Voilà, évidemment, ça se désactive. Logique. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a une amélioration, pas encore pour ça. On a une amélioration de la gestion des écrans en rafraîchissement élevé, donc 100 Hz, 144 Hz, puisque ça devient de plus en plus courant en fait, c'est ça. Avant, les options étaient bien planquées dans les menus, il fallait naviguer dans plein de menus. Voilà, ça va arriver dans les Moi, paramètres. je pense que mon prochain, de toute façon, ça sera un 144, c'est clair. Très bien, c'est dit. C'est dit. Non, mais c'est vrai. Enfin, c'est pas fait, mais c'est dit. Non, j'essaye désespérément de reprendre mon 46 pouces. Déjà. Allô, Papa Noël, c'est dit. C'est voilà. Ça. Je vais faire comme ma fille. Je veux ça. Voilà, ça. Tu fais ta liste? Oui, je veux ça. Très bien. Et une dernière amélioration, c'est encore un travail sur le mode tablette, puisqu'il y a pas mal d'écrans, de PC qui sortent encore en mode 2 en 1, c'est-à-dire qui font tablette et PC portable. Et tablette PC. Tablette PC, merci. Ça remonte à loin, ce dommage-là. Donc ils ont amélioré la transition entre le mode tablette et le mode desktop, notamment la fin de la notification pour te confirmer que tu changes du mode, etc. Et la transition, du coup, se fera le plus en douceur. Et l'adaptation de l'ergonomie se fera aussi par petites touches et pas des gros changements de globalité. Voilà. On va dans l'affinage, des petites modifications, c'est tout. On a parlé de Edgeium. Il y a aussi la version Linux qui sort. Donc il est dispo sur toutes les plateformes maintenant. Cool. Ça y est. Vous pouvez l'installer, c'est la version dev, donc c'est pour la version finale. Visiblement, c'est une capture d'écran de Ubuntu. C'est un package Debian. Donc c'était d'Ubuntu, effectivement. Donc compatible Ubuntu et Debian. Voilà. Et il y a eu 2 petits trucs qui sont passés aussi à côté de ça.
Il y a eu Microsoft qui a poussé les web apps Oui. de Office dans les menus démarrer, mais en fait c'était une boulette de leur part. Donc c'était une mise à jour involontaire d'après ce qu'ils ont dit. Donc pour l'instant on fait machine arrière là-dessus. Normal. Et voilà. Et puis faites attention aux dernières mises à jour aussi. Il y en a quelques-unes qui bloquent sur les PC. Il y a donc on a passé le patch Tuesday. Et il y a eu 2 mises à jour notamment qui sont arrivées. Alors c'est pas encore les mises à jour d'octobre. C'est des mises à jour de patch de correctif en fait. Et il y en a 2 qui potentiellement plantent au niveau de la mise à jour sur les PC. Donc tu as les PC qui sont un peu coincés. Mais tu peux les redémarrer, rafraîchir les mises à jour et repartir derrière. Donc, Ouais. attendez avant d'installer la mise à jour quand même malgré tout. Je crois qu'elles sont passées, moi, sur le mien. Moi je les ai eu aussi. Et celui du boulot, je les aurai dans 2 ans. Donc, on vient de passer en 18.06, je crois, tu vois. Donc, 18.09. Donc, bon, tu vois, j'ai un peu de temps, quoi. C'est pas mal. Bien, après être resté sur Terre, on va partir un petit peu plus dans l'espace. On vous avait teasé des news de l'espace et ça commence maintenant avec Nokia. Nokia qui va s'en aller installer la 4G sur la Lune. Alors, pas la 5G du coup. Eh ben non, pas la 5G. Pas de suite. Pas la 5G. Pas de suite. Mais la 5G millimétrique sur la Lune, ça serait bien quand même. Ah, tu sais, avec la densité de population là-bas, je pense qu'il n'y a pas besoin de suite. Donc, c'est pourquoi ça et comment ça se fait? En fait, c'est la NASA qui a lancé un avis de recherche, une offre là-dessus pour équiper la Lune en antenne 4G. Donc, c'est un budget à hauteur de 14 millions de dollars à peu près, voilà, pour déployer le premier système de communication LTE 4G dans l'espace. T'imagines? Voilà, donc il y a eu un... Même Elon ne l'a pas fait. Alors, il a fait Starlink quand même, mais c'est autre chose. C'est pas de la 4G comme on a ici en fait. Voilà. Alors pourquoi ça? Parce qu'en fait, il y a tout un projet autour de revenir sur la Lune, notamment. C'est le nouveau projet des grands pays actuellement, et notamment de la NASA, et ils veulent créer notamment une base lunaire et peupler la Lune avec une première station là-bas, et ça fait partie de tout ce projet-là, ce grand projet-là, qui est le projet Artemis. Voilà. Et un projet qui est pour 2024 à peu près. Donc pourquoi la 4G en fait là-bas et pourquoi pas des systèmes qu'ils auraient déjà en place? Parce que la 4G c'est un des moyens de communication actuels qui a la meilleure portée, la meilleure vitesse et la meilleure fiabilité. Ouais, l'idée c'est de pouvoir retransférer des infos sur Terre, quoi. Alors, échanger les infos. Il n'y a pas que ça, c'est aussi avoir un vrai réseau sur place. Ouais, voilà. Et puis sur place, ouais. Et sur place. Donc, pourquoi? Pour faire le contrôle des rovers lunaires notamment. Pour avoir la navigation en temps réel sur la Lune, t'imagines? T'as un Waze ou Maps direct sur la Lune. Et sinon pour avoir la diffusion en vidéo de contenu en haute définition. Donc Netflix sur la Lune. Je suis curieux de voir comment est-ce qu'ils vont gérer tout ce qui est vent solaire, etc., qui viennent perturber les ondes. Ça, je pense qu'ils vont s'amuser quand même. C'est un des gros challenges qu'ils ont, tu l'as bien noté, c'est ça, c'est effectivement ça, c'est toutes les conditions sur place, donc la température, les rayonnements. Et le vide. Les écarts de température. C'est ça. Le vide, sur la propagation des ondes, je sais pas, ouais. Non, ça, le vide, au contraire, ça va les aider. Ouais. Très très bien. Mais le vide sur les équipements, en fait, surtout, ça va être ça. Il y a aussi le transport. Ouais. Parce que le décollage par fusée, ça bouge beaucoup d'accélération, ça vibre énormément, donc tous les équipements, ils n'ont pas l'habitude de subir tout ça quand même. Papier bulle. Papier bulle, ça passe. Je pense qu'ils peuvent sous-traiter ça aux livreurs de colis privés, ça passera bien. Voilà, livré sur la Lune, allez. Attends, ça rentre pas dans la boîte, mais si, ça rentre. Et... Pornhub voilà. Sur la Lune. Ok, Ghost. Bien. Tiens, je vous ai même une petite capture qui va bien. C'est pas beau. C'est magnifique. Photo réelle, tu vois. Tiens, le petit rover, il communique avec sa base en direct, en temps réel, c'est parfait. La 4G, c'est l'avenir. Connecting people. Voilà. Bon, évidemment, l'objectif de Nokia, ça sera plus tard, une fois que ça sera installé, de basculer en 5G quand ils le pourront. Voilà. Tiens, avant de passer à la suite, on va remercier Pépélu911 qui s'est abonné avec son Prime. Merci à toi. 911. 911, exactement. Et alors, on reste dans l'espace. Et on revient chez Microsoft. Cette news est improbable. Microsoft dans l'espace, qu'est-ce qu'ils vont faire? Eh bien, en fait, ils sont en train de travailler sur un truc qui s'appelle Azure Space. Après les sous-marins. Et c'est ça. Après le data center. Previously, chez Microsoft, on a mis des data centers sur la Terre. Ça suffit pas. On a mis des data centers sous l'eau. Mais oui. On peut faire mieux. On s'arrête pas là. On va mettre des data centers dans l'espace. En fait, on met des data centers un peu partout, surtout. Partout où il fait froid. En fait. Et ils vont les connecter dans l'espace. Alors, ils vont pas fondamentalement mettre de data center dans l'espace. C'est pas tout à fait ça. Par contre, ils vont connecter leur data center à l'espace. Comment ils vont faire ça et pourquoi? Alors, ils vont se baser sur des amis de chez eux qui s'appellent
Starlink. Et Starlink, c'est qui? C'est SpaceX, et c'est Elon Musk, encore lui, évidemment. Donc le but de ça, c'est d'interconnecter du coup les data centers Azure via le réseau Starlink. Alors dans les deux sens, c'est pas uniquement se servir du réseau Starlink comme un réseau entre les data centers, c'est aussi se servir de données que pourraient fournir les satellites de Starlink. Ouais. Alors pourquoi? On va détailler un petit peu ces cas d'usage. Le premier, c'est que ils se sont rendus compte qu'il y a énormément de tech et d'industries qui ont besoin de données qui viennent de l'espace. Ils prennent l'exemple de l'agriculture. Et ils ont un de leurs clients actuellement qui utilise Azure, évidemment, qui se sert énormément de données qui viennent de satellites. Donc c'est Land O'Lakes, leur client, et ils se servent de plein de choses, notamment de la carto satellite, de différents capteurs au sol, de drones et d'équipements agricoles, tout ça pour collecter énormément de données, en fait, pour construire une agriculture globalement basée sur les données, et pour adapter au mieux la manière dont ils vont gérer les semences, les engrais, l'arrosage, etc. Ils utilisent pour ça plein de choses, hein, les images optiques, alors multispectrales, donc du coup plusieurs niveaux de couleurs en fait qu'ils vont mesurer dans différents domaines de spectre, et ça va leur permettre de suivre l'état des cultures. Et voilà, et avec ça, ils vont pouvoir prévoir les rendements, adopter les pratiques agricoles en fonction de toutes ces données-là. Donc ça, c'est un premier cas d'usage. Du coup, pour ça, ils ont besoin de données qui viennent de satellites. Et du coup, actuellement, Microsoft, ils n'ont pas ça dans leur service Azure. C'est vrai. Et du coup, en faisant ce partenariat-là et en allant chercher... Elon. Voilà. T'as pas les satellites qui traînent? Ouais, j'en ai plein. Très bien. J'en ai 2-3. Voilà. Je vais te trouver un moyen de t'en servir. Et donc, du coup, ils vont avoir des nouveaux services qui vont travailler pour fournir des données satellites comme ça. Je trouve ça hyper cool. Ouais. Ça va donner envie de tester des choses. Ouais. Bon, mais c'est pas que ça. C'est-à-dire que dans ce petit schéma, vous avez vu, il y a des petits trucs aussi là-bas. Microsoft Azure Modular Data Center. MDC. Qu'est-ce que c'est que ça? Eh bien, c'est un petit data center comme ça qui peut se promener. Ça, c'est top. Ça, c'est un conteneur Azure. Mais pas un conteneur comme tu as l'habitude d'avoir si tu fais du Docker et tout ça, de la conteneurisation. Non, c'est un vrai conteneur de transport. Avec des serveurs dedans. Avec des serveurs dans lequel tu as un mini Azure transportable. C'est exactement ça. L'idée, c'est de pouvoir amener du coup le cloud un peu partout, dans les environnements où il n'y en a pas forcément à disposition. Donc là, tu le vois, il est en totale autonomie, dans un petit village paumé. Donc t'as pas encore la maison, tu as fini de construire là, que tu as déjà le data center à côté. Ouais. Et pendant ce temps-là, chez moi, il n'y a pas la fibre. Écoute, t'appelles. Et eux, ils ont un data center Azure. Appelle Microsoft. Ils vont te mettre un data center dans le jardin, c'est très bien. C'est pas possible. Donc data center, alors du coup il est connecté lui en 4G évidemment, il a aussi il est blindé en plus le truc pour être insensible aux ondes autour, enfin il y a plein de trucs, autonome avec les groupes électrogènes autour, enfin il y a plein de trucs intéressants. Et ils vont pouvoir du coup l'amener dans les endroits les plus reculés, et surtout il va pouvoir être interconnecté via le réseau Starlink. Donc il sera connecté à l'internet et au reste des équipements et des data centers Azure via les satellites de Starlink. Regarde si c'est pas beau, ça sur un petit remorque. C'est magnifique. Ça passe pile poil sous le pont. Il y a même des rideaux. Il y a même des rideaux. Non, je sais pas ce que c'est que cette partie. Je crois que c'est pour la partie aération, tu sais, pour on a l'impression que c'est une fenêtre avec des rideaux en fait. Mais c'est vrai, c'est un mobile home en fait. Et dedans, tu as les ingénieurs à Microsoft qui sont là pour travailler. Par contre, ça passe tout juste, hein, sous le pont là. Oui, c'est ça. Tu peux aller partout, mais pas sous tous les ponts. Attention quand même. Donc voilà, si tu as un data center dans ton jardin, tu peux appeler Microsoft. C'est clair. Allez. Bon, j'ai pris une news pour toi quand même. Ouais, j'ai vu. Il fallait parler sécurité. J'ai vu. Est-ce que tu l'as vu cette news? Ouais. Tu l'as vu? Ok. Je l'avais vu. Alors, est-ce que tu recommandes d'installer des applications Android qui viennent bien sûr de n'importe où, sauf les stores, évidemment? Mais bien sûr. Voilà. Bien sûr. Les yeux fermés. Mais carrément. Donc Android, puisque c'est Android qui est ciblé là-dessus, est victime actuellement d'un ransomware, donc qui est une application malveillante qui s'installe sur ton téléphone, enfin que tu installes parce qu'en fait elle vient pas toute seule. Parce que le pire c'est que c'est toi qui le fais. Et voilà, tout à fait conscient de ça ou pas, mais c'est une appli qui est diffusée actuellement en dehors des stores, donc par un site alternatif ou un store alternatif, qui s'appelle Android OS Mallocker. .b, donc évidemment c'est un locker, donc il va verrouiller tes données de ton téléphone. Il se fait passer pour une appli de suivi de livraison des colis, évidemment. Et donc tu l'installes donc par un APK en dehors des stores. Et une fois que tu l'installes, qu'est-ce qu'il va faire? Il va s'insérer dans... Alors, il va faire deux choses. Il va chiffrer tes données, donc il va les verrouiller avec une clé que lui seul connaît. Et du coup, tu n'es plus propriétaire de tes données, tu n'y as plus accès. Et il va s'installer dans deux systèmes de Android. Donc le premier, c'est il va prendre le bouton Home, ce qui fait que quand tu appuies sur Home, tu vas te trouver avec le placard du malware, du ransomware, pour te dire non,
file-moi de la thune pour que je te rende tes données. Et dans l'autre, c'est dans les notifs d'appel entrant, ce qui fait qu'en fait, tu sais, Ah oui. c'est la pop-up qui apparaît quand tu es dans toutes les applications. Ce qui fait qu'avec ça, en fait, ils affichent une fenêtre qui est dans tout ton téléphone, dans toutes les applications. Donc, tu as beau lancer d'autres applications, tu auras toujours le placard au-dessus. Vous avez été victime de machin, veuillez payer, envoyer des sous Paye. chez nous. Des sous pour la paroisse. Voilà. C'est pas mal. Bien joué. Bah, c'est pas mal, c'est comme tous les ransomware. Hein. C'est le même principe que tous les ransomware, sauf que... En ce moment, je suis confronté à un par jour. Donc, Pas mal. voilà. Pas mal. Sur Android, t'en vois passer beaucoup? Non. Sur mobile en général, non? Sur mobile en général, pas trop. Sur iPhone, j'en ai pas vu passer. Moi, là, je les vois passer dans les entreprises chez mes clients. Très souvent, c'est une pièce jointe dans un mail. Hein. Donc, toujours. Je ne le dirai jamais assez. Sensibilisez les gens dans les entreprises, s'il vous plaît. Apprenez-leur à détecter les mails malveillants, suspicieux, etc. Parce qu'aujourd'hui, les entreprises qui se font poutrer, là, il y a une société de bricolage bien connue, de magasin de bricolage bien connue qu'on a pris un aussi. C'est pareil, ça vient d'une pièce jointe dans un mail. Donc attention, et puis voilà, parce que les gars après ils préparent tranquillement leur attaque. Une fois qu'ils sont rentrés, ils naviguent en général une bonne semaine, voire 15 jours avant de se dans faire le voir. Système, et après ils déclenchent l'attaque. Comment tu peux retracer ça pour remonter jusqu'à ça vient d'une pièce jointe dans un mail? Alors nous on a des équipes spécialisées là-dedans, qui sont des équipes qu'on appelle de forensic. Donc c'est des experts experts. Ils débarquent et en fait après on récolte tous les logs de tous les équipements et on a des outils qui nous permettent en fait de corréler l'ensemble des logs et de faire une espèce de timeline de comment les événements se sont passés. D'accord. Et de pouvoir montrer aux clients et de remonter. Alors il y a des fois on n'a pas réussi à remonter au patient zéro parce que c'était trop le bazar, il y avait beaucoup trop de choses et on est arrivé trop tard. Mais très souvent, on arrive à remonter jusqu'au patient zéro, qui est en général une madame Michu ou un monsieur Michu. Voilà. N'embauchez pas madame Michu. En ce moment, c'est tous les jours. Encore un éduquer. Voilà. Donc, éduquer. Sensibiliser, éduquer. Éduquer, ouais. Et en ce moment, c'est beaucoup de fans de Vikings. Hein, donc, ah ouais? Oui. Il y a beaucoup de Ragnar Locker en ce moment. Donc, voilà. Ragnar Lodbrok, très certainement. Donc, je pense que même le hacker est un fan de Vikings. Donc, tout va bien. Donc n'ouvrez pas n'importe quelle pièce jointe, n'installez pas des applications en dehors des stores, et du coup ça va faire plaisir à Epic notamment, puisqu'il installe Fortnite en dehors des stores. C'est ça. Donc voilà, c'est pas bien, faites attention à vous. Mais c'est bien les faux mails de phishing Ghost, hein. C'est très bien. Nous c'est des choses qu'on organise régulièrement, des fausses campagnes de phishing, et après on fait des stats pour voir qui a répondu, et après on fait une séance pour expliquer aux gens pourquoi c'était un phishing, comment est-ce qu'ils peuvent le détecter et pas se faire avoir la prochaine fois. Voilà. Très bien. L'instant éducation. Allez, on va passer à un petit truc sympa. Est-ce que tu reconnais, toi, et tu retiens facilement les coordonnées GPS? Mais bien sûr. Évidemment. Je ne parle qu'en longitude et en latitude. Exactement. Toi aussi. Ouais. Très bien. Et bien du coup, c'est pas une news pour toi. Parce que c'est une start-up londonienne qui s'est dit, pour les gens qui sont pas aussi forts que toi, on va trouver un truc pour leur aider à se rappeler des positions. Et ils ont fait ça comment? En combinant 3 mots. Et ça suffit. Avec ça. Donc, société qui s'appelle What 3 Words. Oh, tu as dit avec ça, et ça ne s'est pas déclenché. Ah, What 3 Words. Donc, c'est le nom de cette société. Yep. Et c'est le nom de leur produit. Donc, c'est une appli mobile. Quels 3 mots? Quels 3 mots? C'est ça. Ces 3 mots qui va vous permettre de donner à une position 3 mots et qui vont être figés pour cette position et le partager avec des gens. L'intérêt, c'est que 3 mots, c'est facile à s'en rappeler. C'est facile à partager. Voilà. Donc, comment ils font ça? En fait, ils ont cartographié l'ensemble de la Terre et ils ont découpé en fait le sol en 57 000 milliards de petits carrés comme ça de 3 mètres de côté. Voilà. Pourquoi 3 mètres de côté? Parce que c'est la précision GPS que tu as. Oui, c'est ça, 3 mètres. Ouais. Voilà. 1 mètre pour les militaires, 3 mètres pour nous. Voilà, exactement, c'est ça. Et donc, à chaque petit carré, ils ont associé 3 mots. Alors, 3 mots dans les différentes langues. Voilà. Loud, Fame, Sport. Ouais, j'ai vu, il y a 35 langages différents. Voilà, 35 langages différents, c'est ça. Et avec ça, tu peux donner ces 3 mots et ça correspond à un carré, une position sur Terre. Exactement. C'est quand même beaucoup plus facile à partager et à se souvenir que longitude, latitude. Voilà. Alors, du coup, ça sert à quoi ça? Eh bien, c'est déjà implémenté, en fait, c'est déjà en service. Et en France notamment, ça sert pour les services de secours. Et c'est en cours de déploiement.
Et ça permet justement de partager ses positions et d'intervenir plus rapidement. Du coup, les 3 mots, c'est plus facile à s'en rappeler, à noter Et sur un alors, bout de quand est-ce papier. qu'on peut le dire pour donner, au lieu de taper une adresse dans Waze, Ah, quand est-ce qu'on peut lui dire les 3 mots, tu vois? alors ne crois pas si bien dire, c'est que c'est pas encore implémenté, mais ça commence à l'être. Donc il y a différentes applications qui le supportent dès à présent, mais pas encore Waze. Et ça va l'être. Et on va avoir un doublon avec la partie GPS, évidemment. Alors t'en as plein, c'est cool. Hop, même sur la plage, tu vois. Alors il y a des endroits où c'est quand même plus pratique. Tu te dis, oui, là, tu vois, j'avais pas forcément. Des endroits où tu as des adresses, en fait. Ça va encore. Pardon. Mais les endroits où tu n'avais pas d'adresse comme ça, ça te rajoute, du coup, des informations supplémentaires. Ouais. Alors là, c'est sur la plage en Californie. Mais Pardon. Ah, c'est les masques, ça me fait éternuer tout le temps. j'arrête cette émission. Non. Tu l'as déjà eu, t'en fiches. Il y a assez de combinaisons de 3 mots, oui, bien sûr, pour couvrir toute la Terre. Bah, alors, avec parce qu'il y a Fuck my wife. Non, mais là, c'est parti. Hein. Allez, faites-nous un concours dans le chatroom, c'est parti. Mais ouais, mais c'est sympa, moi, je trouve. Hein. Mais effectivement, du coup, c'est vrai on va se retrouver à pouvoir localiser des endroits qui, en fait, n'ont pas d'adresse. Alors, et c'est là où ça devient hyper intéressant, c'est Bah que, ouais. regarde, des choses comme ça. Donc là, on est dans un camp de réfugiés des Nations Unies. Et bien, les gens, en fait, qui ont chacun leur petit emplacement là-dedans, et bien, on va pouvoir leur donner avec ça une adresse. C'est-à-dire que c'est au-delà de la coordonnée GPS, en fait, Ouais. qui permet de dire, ben, je vais à tel endroit, tu peux dire, là, j'habite à tel endroit. Et ça devient ton adresse. C'est aussi, en fait, quelque chose qui est en déploiement en Afrique, dans des endroits où il n'y a pas de rue, il n'y a pas forcément de nom de rue, il n'y a pas de code postal, il n'y a rien. Mais du coup, tu vas pouvoir donner ça et ça sera l'équivalent de ton adresse. Donc, et ça commence à être exploité comme ça. On est sur un changement de paradigme, c'est-à-dire que pour une innovation pour simplifier le GPS, on arrive sur un cas d'usage qui va répondre à d'autres choses et qui va couvrir des gens qui n'avaient pas du tout besoin qui n'avaient pas encore l'usage d'adresse. Je suis assez fan de l'idée en fait. Mais c'est ça. Donc voilà. Donc c'est utilisé par les pompiers américains en Californie, notamment pour les incendies. Ils ont fait ça pour se coordonner au moment des interventions pour arrêter le feu. Et aussi dans plein d'autres services d'urgence comme ça en Europe, Royaume-Uni, Canada, Allemagne, Suisse, Autriche, etc. Oui, les Français dans 10 ans. Non, les Français le font aime déjà. Bien attendre, nous. On aime bien attendre quand même. C'est déjà en place en France. Ils sont en train de tester. Oui, ils testent. Ouais. D'ici décembre, ils vont le déployer un peu plus. Voilà. Alpha Tango Charlie, très bien, c'est parfait. Parfait. Voilà. Il n'est pas là ce soir. Dans la chatroom. Bien, on va parler un petit peu de la conf Google qui s'appelle Search On. C'est dommage, il n'y a pas Bertrand et c'est un titre qui aurait plu à Bertrand. Ça. Parce que c'est long, c'est ça. Ouais. Voilà. Mais parce que c'est long, plus c'est long, plus c'est bon. Vous pouvez le clipper, ça, pour ceux qui sont sur Twitch. Donc, c'était quoi Google Search On? Il y a des très bonnes propositions dans le chatroom. Allez-y. Google Search On, c'est quoi? Eh bien, c'est la présentation où ils mettent en avant toutes leurs nouveautés autour des produits de la recherche, voilà, qui est un petit peu le cœur du métier chez Google, évidemment. Et donc, on en a retenu quelques-uns. Ça va être une longue news parce qu'il y a plein de choses qui vont ça aurait presque pu être le dossier du jour. Exactement, ça aurait pu être le dossier et on pourra en parler derrière avec plaisir. Alors, globalement, si on devait résumer cette conf, ça serait plus d'IA dans tous les produits Google. Pourquoi? Pour mieux organiser les informations du monde entier, afin de les rendre accessibles et utiles. Voilà. Vous espionner. Dixit Google, voilà. J'aurais pu mettre, tu vois, pour mieux vous asservir. Ouais. J'avais peur que ça rentre pas. Une IA pour les contrôler tous. C'est ça. Alors, qu'est-ce qu'ils ont proposé comme nouveau produit? Eh bien, alors déjà, c'est sur la partie... Hop, tiens, regarde, un magnifique logo. Très utile pour illustrer cette présentation. La première, c'est un truc qui nous sert tous les jours, mais tu t'en rends pas compte. C'est la correction. Voilà. Correction, tu regardes quand tu tapes une recherche. Ouais. Voilà. Et en fait, jusqu'à présent, donc, ils essaient de corriger l'orthographe de tes mots en proposant d'autres mots. Là, ils vont aller plus loin en proposant en prenant en compte le contexte en fait global de ta phrase et de la recherche. Très bien. En plus de ça, ça va beaucoup plus vite. 3 millisecondes pour faire des propositions de correction. Bon, ça, on y passe rapidement. Ça, par contre, c'est hyper intéressant. C'est ce qu'ils appellent passages, donc les passages, les extraits, où là, du coup, plutôt qu'indexer une page entière avec son contenu, ils vont indexer les paragraphes, des bouts de la page indépendamment et les intégrer dans leur algorithme de recherche, ce qui fait que quand tu vas faire une recherche, tu vois, ils vont te proposer, en plus du résultat, directement la réponse mise en avant. Donc, tu vois, tu poses une question, comment je peux déterminer que ma maison a des vitres? Il y a quand même des gens qui se posent des questions existentielles. Voilà.
Et du coup, tu as le résultat avec la réponse directe. Est-ce que si on lui pose la question sur la reproduction des opossums... Alors écoute, essaye. Bon, par contre, pour l'instant, c'est qu'en anglais, évidemment. Oui, bah logique, oui. Bon, moi, ce que je vois surtout, c'est qu'ils sont en train d'extraire du contenu des sites, tu vois. Ils se rapprochent un petit peu de ce qu'ils avaient fait avec les news, notamment, Ouais. en mettant en avant le contenu, et le site, tu vois, passe après. Sachant qu'en plus, il est remanié, il n'est pas dans le style, dans le CSS du site, donc c'est vraiment juste le contenu. Donc, tu as le résultat sans ouvrir le site, du coup, tu vas pas aller voir les pubs du site, tu n'as pas de contenu. Ah, voilà. Et tu es emprisonné dans Google et il te pique ton boulot, en fait. Je suis pas... Je suis très partagé parce qu'en même temps, c'est quand même vachement Non, c'est hyper... Mais c'est pareil. T'as ta réponse directe. Je trouve ça hyper pratique, mais je trouve ça hyper borderline. On est d'accord. On est d'accord, mais il s'arrête pas là, évidemment. Bah non. Non, un autre truc intéressant qu'ils ont montré, c'est cette recherche-là, enfin ce résultat de recherche où maintenant, en plus de proposer des résultats, ils vont essayer tant que possible, en fait, de mettre en avant différentes typologies de résultats. Donc ils vont créer des sous-contextes, des subtopics, ils appellent ça, pour que quand tu fais une recherche, en fait, ils vont te proposer des contenus variés, et plus juste des contenus très directs ou très volumes par rapport à ta question. Donc des contextes différents pour avoir de la diversité dans les résultats de recherche. Ça c'est pas mal du coup, parce que du coup ça t'évite de t'enfermer dans une bulle qui serait par rapport aux sites qui ont énormément bien travaillé leur SEO, leur référencement pour un sujet. Mais là ils vont te proposer un panel de résultats un peu plus diversifié. Okay. Voilà, et ils vont les catégoriser en fonction de ça, en te précisant le contexte, tu vois, voilà, des équipements d'exercice pas chers ou pour les petits espaces, etc. Voilà. Et on remercie Babila67 pour son Prime 44 mois. Joli. Qu'est-ce que j'oublie? Ah oui, il y a eu aussi des news autour de ça. Alors ça, c'est l'indexation de contenu vidéo. Donc, en plus d'indexer les titres et les descriptions des vidéos sur YouTube et des vidéos en général, maintenant, ils sont capables d'indexer le contenu des vidéos. Donc, tu vois, tu as la petite timeline en troisième ligne avec les petits points. Ce que je regardais. Du coup, ils analysent le contenu de la vidéo, l'audio également, et ils enregistrent tout ça et ils l'indexent en l'état. Ce qui fait que tu peux faire une recherche sur un contenu précis dans une vidéo. Voilà. Nous, ça nous servirait pour Bits parce que du coup, tu pourras avoir la recherche sur tous les titres des sujets qu'on a pu balayer sur les émissions précédentes sans qu'on ait à faire le travail d'indexation et de référencement de tout ça nous-mêmes. Alors des fois, je veux chercher dans lequel on a parlé de tel sujet, etc. Ouais. C'est une vraie galère. C'est une vraie galère. C'est vrai, mais là, ça serait carrément pratique. Voilà, donc en plus, tu peux naviguer dans la vidéo pile poil sur les endroits où c'est indiqué, donc parfait. Comme les petits... je sais pas comment ça s'appelle, les fiches dans YouTube. Voilà. Ils ont aussi parlé de Duplex. Vous vous rappelez de Duplex, Google Duplex, cet assistant vocal qui appelle pour toi. À Google I.O. de 2019, je crois, ça datait. Ah, c'est 2018 je crois que c'était plus vieux. Ouais, c'est peut-être 18. Peut-être 2018. Ouais. Donc c'était cet assistant vocal qui appelait directement pour toi pour réserver à partir de ton téléphone. Tu dis, ouais, je vais réserver un restaurant, et hop, ils appellent pour toi là-bas. Eh bien, il n'est pas mort. Et non, il est toujours là. Il n'est pas mort. 2018, nous dit-on dans la chatroom. Merci. Et donc, à quoi ça sert Duplex? Ils s'en sont servis pour automatiser notamment la réservation de restaurant. C'était leur cas d'usage qu'ils avaient présenté. Oui. Donc ça marche. Ils ont fait plein de réservations. Ils ont estimé à plus d'1 million globalement la réservation qu'ils ont pu faire depuis. Voilà. Ça reste, on ne sait pas qui l'a fait, parce que c'est pas disponible pour le grand public. C'est ça, en fait. Comment est-ce qu'ils ont réussi à réserver 1 million de restos alors que c'est pas dispo? On ne sait pas. Par contre, ils en ont trouvé un superbe cas d'usage pendant la crise sanitaire, puisqu'ils s'en sont servis eux-mêmes pour mettre à jour tous leurs services de recherche de places, ce qui s'appelle donc les recherches dans Google Maps des lieux, pour mettre à jour les horaires. Puisque pendant la crise sanitaire, il y a beaucoup d'endroits qui ont été... dont les horaires ont été retravaillés et modifiés. Forcément. Et du coup, les gens, c'est une des choses qu'ils recherchaient le plus sur Internet. Et c'est vrai, en fait, quand j'ai lu la news, je me dis, mais putain, c'est vrai, c'est exactement ce que j'ai fait à chaque fois. Je cherchais ces horaires-là. Et Google s'est servi du coup de Duplex pour automatiser les appels à tous les petits commerces pour juste leur demander quels sont vos horaires. Et c'était un robot qui les appelait. Du coup, les gens y répondaient. Et ça mettait à jour automatiquement les données dans Maps. Ok. Très bon cas d'usage là pour le coup. Ils se sont auto-servis avec leur propre technologie, c'est pas mal. Ouais, c'est pas mal. Moi je trouve ça hyper intéressant. Et Charlie qui a une question. Ouais, et oui, j'y réponds par oui, et j'y viens.
J'y viens. Merci pour la transition, Charlie. C'est pas encore. Qu'est-ce que c'était que ça? Ah oui, ça c'est des mises en page. Alors tu as des petites cartes, toujours dans la mise en forme de résultats en fait en amont. Et bien, sur certaines questions qui vont tourner autour des données, statistiques, etc. Et bien, ils ont ingurgité un bon gros paquet de bases de données, de stats notamment, qui vont pouvoir te restituer sous ce format-là avec des graphiques, des premiers résultats de recherche. Voilà, donc si tu as des questions sur les démographies et tout ça, ben, tu peux avoir des petites cartes graphiques, des petites cartes qui représentent les graphiques d'évolution de cette donnée. Pas mal. Encore une fois, je trouve ça assez pratique. Après, combien de résultats vont tomber là-dedans, je sais pas. C'est ça. Mais c'est assez sympa. Moi j'aime bien ces petites cartes en général dans les recherches qu'ils mettent. Pareil pour les conversions, les monnaies, les... Ouais, c'est pas mal. Ouais. En fait, c'est des trucs, tu t'en rends pas compte quand tu les as. Parce que c'est pas quelque chose que tu recherches en l'état, mais quand Non. tu les as en résultat de recherche, tu trouves ça, c'est vachement bien. Ouais. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a ça. Et ça, c'est quoi? C'est pas ça, c'est celui-là. Viens là, mon petit. Donc ça, c'est les améliorations autour de Google Lens. Donc Google Lens, c'est la caméra améliorée de Google. Donc c'est tout ce qui va tourner autour de la reconnaissance d'images. Alors ils ont fait plein d'améliorations, ça reconnaît vachement mieux, vachement plus vite et tout ça. Mais il y a surtout un cas d'usage hyper intéressant, c'est pour les devoirs à la maison, pour les homework. Donc ils se sont rendus compte qu'il y a plein de gens qui se prenaient en photo les exercices pour s'attendre à ce que Google les résolve pour eux. Mais là, ils ont fait du coup ça bien mieux. Ils ont créé un assistant pour t'aider à faire tes devoirs. Donc plutôt que de donner le résultat, ils vont t'accompagner en bas en te disant ben, voilà les différentes approches que tu peux faire et essayer de faire comme ça et tout. Donc t'as pas le résultat de suite. Par contre, ils te donnent des indices et ils te proposent des présentations pour y arriver. Là, c'est bien. Là, c'est dommage, Thibaut ne nous regarde pas. Mais j'en ai un qui aime pas trop les maths. Et voilà. Donc, tu vois, tu scannes tes équations et il va te proposer différentes approches avec les calculs, tu vois, pour les polynômes là, à deux inconnus. Enfin, c'est une inconnue, je sais plus ce que c'est. Oui, c'est un petit polynôme du second degré. Il faut trouver le remplaçant du parent. Mais tu sais qu'il arrive un moment, Nico, où des fois, ça devient compliqué pour les parents, quoi. Alors, fonction du niveau d'études. Moi, j'ai vu, il y a des copains de collège. 6e, c'est ça? Non, moi c'est dur, hein. Moi, le grand est en 3e, donc ça va encore, quoi. Mais il a des copains, ses parents, ils sont déjà plus en capacité de les aider. Hein. Tout le monde n'a pas bac plus 4 ou 5, donc ça peut être intéressant. Bon, après, il y a des sites qui sont très bien faits, etc. Mais bon, là, ça peut être déjà une première approche, comme tu disais, quoi. Tout à fait. Et moi, je vois le mien qui est en 6e. Ils sont déjà dans Google Classroom, en fait. La partie, ils ont inscrit dans un Classroom. Ah ouais? Ah ouais, j'étais assez surpris. Alors, c'est bien et pas bien. C'est-à-dire qu'ils sont vachement connectés, mais en fait, ils sont connectés sur plein d'outils différents, avec des logins dans tous les sens. Ouais, mais c'est... Début de l'année, on avait 6 logins, on les a tous perdus. C'est un peu le bazar. C'était le bordel pas possible. C'est pareil quand ils ont fait les cours pendant le confinement, t'avais un prof qui disait mettez sur le drive là, posez sur ce drive là, et en fait les gosses ils savaient plus quoi faire. Donc voilà. Il faut trouver des outils un peu plus compliqués, un peu moins compliqués. Moi je trouve l'approche et la tech hyper intéressante là-dessus. Ouais. Bon, Google Lens, donc cette caméra, il n'y a pas que ça encore qu'ils ont travaillé, c'est aussi le, comment ils l'ont appelé? Alors je trouve le nom, Shop What You See. Donc tu achètes ce que tu peux prendre en photo. Donc tu vois, tu prends en photo un magnifique pull et il va te trouver directement les sites. Tu as besoin d'arrêter la personne dans la rue et de lui dire tu l'as acheté où ton truc? Non, tu l'arrêtes pour prendre une photo. Tu l'arrêtes, tu dis tiens. Ce qui est beaucoup moins creepy, j'ai envie de te dire. C'est clair. Donc voilà, tu vois, si tu veux ce magnifique pull orange, tu pourras l'acheter. Super. Et assorti à ta Dacia orange là tout à l'heure. Voilà, c'est ça, génial. Voilà. Je sais pas, il y a la pose et tout. Je suis pas sûr que ce soit vraiment t'es exactement dans ce cas-là quand tu prendras la photo des personnes. Amazon le propose. Amazon le propose, il me semble. C'est possible, tout à fait. C'est pour ceux qui est référencé dessus. Bon, là, Google, ils vont au-delà d'Amazon. Enfin, Amazon, du coup, sera probablement dans les boutiques qui sont supportées. Après, tu pouvais déjà mettre une photo et indirectement, tu pouvais déjà le faire, puisque quand tu mets une photo, quand tu uploads une photo sur le moteur de recherche, il va te chercher des photos qui ressemblent, et tu pouvais tomber sur un magasin qui vendait le même type de pull, par exemple. Ça marche, mais sauf pour la robe bleue, qui est bleue ou jaune ou... Alors, il y a eu des baskets il n'y a pas longtemps aussi. Ah ouais. En fonction de si t'es cerveau gauche ou cerveau droit, tu vois pas du tout de la même façon. Alors, est-ce que ton téléphone est cerveau gauche ou cerveau droit? On verra. Faut faire le téléphone, il a plus de cerveau parce que FaceTime marche plus, l'écran est cassé, voilà, tout ça. Il n'y a plus de cerveau. Petit Papa Noël, si tu nous écoutes, voilà, encore. Exactement. Ramène-moi un iPhone 12. Pas le Pro, j'ai pas besoin du Pro, mais le 12, c'est bien. Bon, alors on a fait quoi? On a fait le texte, on a fait la vidéo, on a fait la photo. Il nous manquait quoi? Il nous manquait la musique.
Et voilà ce que nous disait Charlie tout à l'heure. Eh bien oui, ils ont rajouté dans la reconnaissance audio le de si tu Donc une tu musique, peux meumer comme dans Shrek. c'est ça, une musique et il va la reconnaître. Et ça c'est plutôt intéressant. Du coup j'ai regardé, c'est hum to search. Ils ont appelé ça en Hum to anglais. search. Et donc comment ils font ça en fait? Eh bien, donc ça marche dans le même principe que les algos qu'on a déjà, donc les Shazam et tout, sauf Mais que Shazam, ils ne font pas déjà. ils Tu pouvais pas meumer maintenant dans Shazam? il y avait une autre, je sais pas. Il y avait une autre appli qu'il avait fait avant, je crois que c'était Soundhound, un truc comme ça. Ah, peut-être. Je sais plus comment il s'appelait l'autre appli qui faisait. C'est ça, Soundhound, Soundhound, ouais. exactement. Merci Ghost Mais il Dragon. existe encore Soundhound, non? Et Shazam ne le fait pas. Tu vois, Charlie a tout testé, c'est parfait, merci à toi. Ah, mais c'est parce que Charlie joue l'âne dans Shrek. C'est pour ça. Ah, c'est pour ça. Hmm. Très bien. Et alors comment ça marche en fait? Eh bien, comment ça marche déjà Shazam? En fait, ils enregistrent, ils prennent des extraits audio de la musique et ils font passer dans différents algos qui vont enregistrer, on va dire, des empreintes de cette musique. Donc les empreintes, ça va être le rythme, ça va être les variations de son et qui vont échantillonner un petit peu tout ça. Et souvent, pour enregistrer de différentes manières une musique et pour pouvoir la reconnaître dans différentes situations, pour une même musique, ils vont l'enregistrer dans différents contextes. Ouais. Donc ils vont l'enregistrer par exemple sur un haut-parleur avec un bruit de fond dans un restaurant ou dans un magasin ou sur une superbe enceinte audio ou dans un concert, des trucs comme ça. En voiture. En voiture. C'est pas le même rendu non plus. Ce qui fait qu'une même musique va être enregistrée de plusieurs manières et tout ça en fait va être mixé pour en sortir une empreinte. Donc il y aura une empreinte qui va être associée à cette musique pour tous ces différents cas d'usage. Et après, du coup, quand tu feras ta recherche, il va retrouver par rapport à cette empreinte, comment il a entendu dans ton téléphone, et il va retrouver la musique derrière. Et Google a rajouté également, ils ont embauché des gens pour meumer les chansons, pour les indexer, les enregistrer avec ça dans l'empreinte qu'ils vont prendre en compte Donc dedans. ils meumeux toute la journée, les gens. Mais c'est terrible comme boulot. Donc voilà. Mais le résultat est là et ça marche plutôt bien. Voilà. Et tiens, alors, il y a un super billet de blog, si vous voulez voir un petit peu plus ça dans le détail. Encore une fois, Google sur leur blog technique, ils expliquent ces principes d'indexation. Donc là, c'est assez vulgarisé, mais globalement, tu vois, tu as ton fingerprint, donc ton empreinte de la musique qui est enregistrée en fonction de sa qualité d'écoute, de là où tu l'écoutes. Voilà. On en a fini. Nice. Google Search On. Ça te fait peur ou pas, tout ça? Il y a beaucoup de choses de très très pratiques. Ouais. Et il y a des choses qui sont très très borderline, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, quoi. Donc même si c'est pratique, bon, après c'est surtout la partie qui affiche le morceau de site, qui du coup tu vas pas aller sur le site du gars alors que c'est lui qui a produit le contenu. Ça reste compliqué. En plus, si le gars il vide la publicité sur son site ou des choses comme ça, et du coup il y aura pas d'affichage et le gars va rien gagner alors qu'il va continuer à renseigner du monde sur une question que les gens se posent. Ça, je trouve ça quand même hyper limite. Vraiment hyper limite. On est d'accord. Après, le reste, c'est plutôt pratique. Très bien. Bon, une bonne évolution de leur cœur de métier, puisque c'est la recherche. Après, quelques petites news pour finir. Ce que je te propose, c'est de regarder Snap Camera. Est-ce que tu connais Snap Camera? Je m'étais pas attardé dessus jusqu'à ce que tu mettes la news. Est-ce que tu fais beaucoup de meetings Teams ou Zoom Teams comme tout le monde, beaucoup de Teams. Bon. Ouais. Zoom, c'est interdit chez nous. Ah bon. Depuis la faille de sécurité, on n'a même plus le droit de l'installer sur les postes. Donc non, Zoom c'est mort. Mais Teams, à peu près 4, 5, 6, des fois 10 par jour. Bon, mais si tu as envie de faire des réunions un peu plus fun, tu as envie de te marrer un peu, tu as Snap, donc, qui fait l'appli Snapchat, qui a sorti une application qui s'appelle Snap Camera, que tu peux installer, qui va te créer une caméra virtuelle dans ton PC. Et cette caméra virtuelle, tu pourras lui appliquer tous les filtres Snap que tu as sur l'application Snapchat. Fantastique. C'est merveilleux. Je vais faire ça pour la réunion d'équipe de vendredi. Avec des oreilles de lapin et de chat avec les petits cœurs et tout machin, ça va être formidable. Voilà. Non, mais il y en a quelques-unes qui sont intéressantes, notamment celle-ci que j'ai retenue, qui permet en fait d'appliquer des filtres avec des bulles type comics associés aux gestes que tu vas faire devant la caméra. Et pourquoi tu fais ça? En fait, quand tu as des meetings où tu as beaucoup de gens en même temps, mais tu en as plein qui se mutent parce qu'il y a beaucoup de bruit. Mais du coup, si tu veux intervenir ou réagir, tu peux le faire sans bloquer ton caméra, ta caméra et tout ça. Par contre, ça c'est bien. Et tu vois, I'll be right back et tout ça. I'll be right back. Donc il y a quand même des trucs sympas. Et voilà, goodbye et tout ça. Sans avoir à débloquer le micro, sans avoir à parler et juste avec quelques gestes de la main, du coup tu peux soumettre une question sans avoir à couper tout le monde. Voilà. Quand tu commences à être assez nombreux, une petite dizaine, ça commence à être bien le foutoir dans le meeting. C'est intéressant.
Oui. Voilà, j'ai eu l'occasion de le tester, c'était rigolo. Tu as testé? Ouais, j'ai testé, alors faut avoir une bonne caméra quand même, et enfin un bon éclairage, faut avoir tout dessus, et sinon ça marche plutôt bien. Alors avec le masque, pour le sourire, ça marche pas. Ce sera testé demain. Par contre, ouais, Oui, je vais tester. avec les gestes, ça marche plutôt bien, c'était une question et tout ça, c'est... Mais vachement ça, rigolo. je trouve ça bien, tu vois. Mais même par exemple pour les. Alors nous, on a tendance à plus activer les webcams maintenant pour économiser la bande passante, parce que comme on est tous en télétravail et que parfois c'est un peu compliqué. Et on rappelle, tu n'as pas la fibre. Et on rappelle, je n'ai pas la fibre. Mon chef n'a pas la fibre et il y en a au moins 3 ou 4 qui n'ont pas la fibre. Mais ça peut être marrant, parce que c'est vrai que souvent on pose une question. Et avant, lancer un sondage et tout, c'est compliqué. Là, c'est assez visuel. Tout le monde met, hop, tu regardes les cams, tu comptes et voilà, on n'en parle plus. Quoi. Donc ça, c'est dans sympa. Teams, tu as un mode, comment il s'appelle, ensemble, où en fait tout le monde est découpé, détouré et assis sur une scène virtuelle en fait. J'ai jamais essayé ça. Ouais. C'est rigolo. Ouais, mais ça évite d'avoir 18 caméras parce qu'en plus ça rentre plus dans l'écran et tu l'as. Mais en fait, ça c'est, tu vois, c'est une fonctionnalité qu'avait sorti Microsoft sur la Xbox 360, je crois, avec le premier Kinect. Et en fait, tu avais une fonctionnalité où tu pouvais regarder une vidéo avec un pote. Et en fait, Kinect te prenait et ça mettait ton avatar dans le canapé avec ton pote qui regardait la vidéo. Je savais pas, C'était très très peu utilisé et moi j'adorais cette fonction. J'avais un pote avec qui on le faisait assez régulièrement. Et donc, toi, ils l'ont gardé. Et donc tu pouvais regarder une vidéo. Bon, il n'y avait pas Netflix à l'époque, hein, mais tu regardais une vidéo, notamment ça marchait avec les applis de streaming TV, etc. Et c'était assez sympa. D'accord, ok. Bon, Charlie apparemment s'en sert beaucoup. Il nous dit que c'est vraiment trop nul. Écoute, le détourage, c'est pratique, mais c'est vrai que c'est pas. Le détourage est très variable en fonction de ton fond et de ta lumière, évidemment. Après, ce qui marche bien, c'est quand même de se mettre un fond. C'est vrai que moi, j'ai pas trop envie qu'on voit à l'intérieur de mon bureau, etc., quand je suis avec des clients. Et par contre, le fond, juste toi en façade et le fond derrière, ça marche plutôt bien par contre dans Teams. Ouais, c'est vrai. Bon, Snap Camera, amusez-vous. Vous allez me détester pour les prochains meetings. Petite news rapide encore, Xiaomi qui va recharger ta batterie plus vite que les autres. Tu as failli ripper, hein, j'ai dérapé dans le titre, je suis désolé. Oui, donc en fait c'est une recharge sans fil en plus, hein, puisqu'ils ont déboîté la puissance max actuelle. Ils sont arrivés à 80 watts en recharge sans fil. Voilà. Ce qui permet de faire une recharge à 100% en moins de 19 minutes. Enfin, 19 minutes et 12 en sans fil. En sans fil, monsieur. Oui, monsieur. Non, parce qu'avec filaire, ils en sont à 120 watts déjà. Voilà. Bientôt, tu pourras faire cuire tes œufs sur le plateau de recharge sans fil. En fait, c'est ce que j'allais dire. Donc, avec ça, tu rajoutes la petite plaque de métal Apple. Voilà. Qui fait aimant, avec le MagSafe. Donc, ceci dit, on n'est pas revenu sur la keynote, hein, parce qu'il s'est passé un peu de temps, et voilà, mais le MagSafe, c'est quand même plutôt une bonne idée. Je suis curieux de voir, du coup, comment tu gagnes. Mais enfin, là, je suis pas sûr que la durée de vie de la batterie, n'en prenne pas un sérieux coup. Hein. Le sans fil, ça. Alors, je sais pas les évolutions qu'ils en ont fait dessus, mais les dernières fois que j'avais testé, donc il y a 1 ou 2 générations, ça chauffait encore pas mal. Hein. Alors, ça chauffe pas mal, mais moi, tu vois, mon iPhone, là, que j'ai là, attends, je voulais aller regarder justement la batterie, parce que je pense que quasiment toute la première année où je l'ai eu, je l'ai rechargé uniquement en sans fil. Ah ouais. Et la batterie, elle a pas pris aussi cher que ça en fait. État de la batterie. Bon, pendant ce temps que tu cherches, donc on se rapproche effectivement du filaire où ils en sont à 120 watts actuellement. Et sachant que ça, c'est encore des tests, hein, c'est pas commercialisé. Actuellement commercialisé, nous avons sur le M10 Ultra, donc qui est un des derniers haut de gamme de chez Xiaomi, une recharge sans fil qui est quand même à 50 watts, ce qui est déjà pas mal. Et voilà. Donc le téléphone, là, il a 3 ans. Ouais. Et elle est à 87% de sa capacité encore. D'accord. Bon, c'est pas ce qui n'est pas dégueu. Hein. Non, après, des fois, tu as des recharges filaires où ils vont même encore plus fort et ça peut aussi faire mal à la batterie. Ouais, voilà. Mais après, recharger une grosse part, tu vois, tu le laisses comme ça 5 minutes, tu le laisses toute la nuit. Oui. Voilà. Il y a, tiens, en parlant de ça, il y a OnePlus qui a sorti le 8T et ils ont déboîté la recharge sans fil, pareil, avec une vitesse de charge qui est impressionnante, en filaire hein, par contre. En filaire, ouais. Sauf que là, il n'y a pas de sans fil hein, sur le 8T. Non, il n'y a pas de sans fil, je crois pas. Mais là, c'était une vitesse de recharge, c'est la Dash, je sais plus quoi, plus. Et ils ont été malins, c'est qu'en fait, ils ont intégré 2 cellules de batterie distinctes.
donc ils peuvent recharger en parallèle. Et en plus, ils ont un système de refroidissement. Donc en fait, ils rechargent rapidement en adaptant. Ils ont une trentaine de capteurs Ouais, de température. Ils adaptent la température et ils switchent d'une cellule à une autre C'est ça. pour que le temps que l'autre refroidisse. Ouais. Donc ils font ça. Et en fait, les premiers tests qui sont arrivés, donc ça recharge hyper vite et tu sens pas du tout ton téléphone chauffe. Mais carrément pas du tout. C'est-à-dire que pour toi, il est en température ambiante. Donc ils sont même en dessous des températures de ce qu'on a actuellement. Moi, quand le mien, je le branche, tu sens qu'il est quand même un petit peu chaud derrière. C'est pas brûlant. Mais là. Mais alors, je trouve que les derniers modèles de téléphone, de toute façon, font des gros progrès en termes de chauffe et de dissipation thermique. Si tu prends le dernier, alors je suis pas un grand fan de Samsung pourtant, mais le S20 FE qui est sorti, tu fais du Fortnite en 40 FPS en max, le téléphone chauffe pas. Ah ouais. Ah, et très très peu quoi. Alors que la plupart des téléphones là, tu sentirais bien la chaleur et en fait, ils chauffent très très peu. Donc ça, je trouve, c'est un vrai progrès, par contre. D'accord. Bon. Très bien. Et je vous propose de conclure sur une petite news légale, législation. Est-ce que tu sais est-ce que tu as le droit de refuser de déverrouiller ton téléphone? Bon, alors à une époque, on avait le droit. Ah. Non, j'ai pas suivi les dernières nouveautés. Et puis, si je te pète ta news, tu vas pas être content. Donc, vas-y. La réponse. Crache-la, ta Valda. La réponse, c'est ça dépend. Ça dépend, ça dépasse. Ça dépend. Déverrouiller ton téléphone, en fait. Donc, il y a eu 2 arrêts consécutifs récemment de la Cour de cassation pour des sujets autour de ça, donc des appels sur des dossiers comme ça, où les gens ont refusé, les prévenus ont refusé de déverrouiller leur téléphone. Et donc, ce qu'ils ont dit là-dessus, la Cour de cassation, c'est quoi? C'est qu'il faut distinguer 2 choses. Il y a le code de déverrouillage de ton téléphone, donc le code PIN, et le système de chiffrement. Souvent, les 2 sont associés. Ça veut dire que c'est parce que tu déverrouilles ton téléphone que ça permet de lire les données qui sont chiffrées dedans. Mais ce sont 2 choses différentes. C'est-à-dire que tu peux avoir un téléphone qui n'est pas chiffré, et à partir de là, si tu as un code de verrouillage, que tu refuses de le donner, aucun problème. Oui. C'est marrant, j'aurais dit l'inverse. Et non, parce qu'en fait, il y a une loi qui existe depuis longtemps qui oblige les gens qui pratiquent le chiffrement d'être en capacité de fournir, sur demande de la justice, la clé de déchiffrement. Voilà, donc c'est ce qu'on appelle la convention secrète de déchiffrement d'un moyen de cryptologie. Ça s'inscrit dans la loi, dans le code pénal depuis des lustres, ça existe. C'est pour ça aussi qu'il y a des normes à respecter en termes de nombre de bits de chiffrement, des choses comme ça. Tout ça, ça rentre dans ce cadre-là. Non, on est à 2048. Oui, non, ça va, mais voilà. Et donc du coup, souvent le code de déverrouillage permet d'aller chercher la lecture de la clé de déchiffrement dans le téléphone que le constructeur gère. Hein. C'est que la personne ne sait pas du tout, ne connaît pas cette clé. Mais c'est ce code-là qui donne accès à ça et qui déverrouille le téléphone. Et jusqu'à présent, il y a eu des débats parce que le code de déchiffrement, la personne n'est pas obligée de le donner, parce que elle, ce qu'il faudrait qu'elle donne pour être en raccord avec la loi, c'est la clé de déchiffrement. Mais elle ne la possède pas, donc elle ne peut pas la donner. Donc les gens, il y avait un petit flou là-dessus. Et donc là, ils ont dit non, on a statué, c'est bon. Le code de déverrouillage, s'il est associé au système de chiffrement du téléphone, vous avez l'obligation de le donner. Voilà. Sous peine de représailles légales. Ils vont faire planter ton téléphone pour que Face ID te demande le code, et comme ça, tu seras obligé de fournir un code. Je sais pas. Alors attention, c'est pas automatique, ça veut dire que c'est pas systématiquement pour n'importe quelle personne, c'est pas parce que tu vas être en garde à vue qu'ils vont te demander de déverrouiller ton téléphone. C'est uniquement sur décision de justice, et c'est uniquement dans le cas où il est avéré que le téléphone a servi pour commettre un délit ou un crime. Un forfait. Un forfait, c'est ça. Donc faut déjà qu'il y ait ça pour dire oui, ce téléphone a pu servir. Notamment, ils ont pris l'exemple, donc parmi ces 2 arrêts, il y en a eu un qui concernait un trafiquant de drogue. Hein. Donc il avait plusieurs téléphones. Et... Un mec bien, quoi. Tranquille. Et il y avait un des téléphones qui servait notamment pour contacter ses fournisseurs et ses clients. Et du coup, oui, potentiellement, ça peut servir pour remonter le filon. Donc la décision de justice était donnée. Oui, ok. Voilà. Ok, mais ça veut dire que si dans la rue, tu refuses sur un contrôle de routine... Ça, tu peux. Il faut une décision de justice dans tous les cas. Voilà. Donc faire attention. C'est pour la France. Voilà. Parce que c'est la législation française. Il faut savoir. Aux États-Unis, pour l'instant, ils s'en sortent encore avec le 5e amendement. Voilà, tu connais. Ouais. Voilà, qui te protège pour ne pas t'auto-incriminer. Donc si tu sais que dedans il y a des données qui peuvent potentiellement te tirer une balle dans le pied. Bon, écoute, non, parce que là, mais non, cet amendement, il est juste magnifique. C'est ça. Quand la personne dit ça, tu sais que il est coupable, mais tu peux pas. T'as pas les moyens de prouver. J'invoque le 5e amendement. Oui, voilà. Donc t'es coupable. J'invoque le 5e amendement. Voilà.
Et voilà. Ok, ben merci beaucoup hein, Eh bien, je vous en prie. pour cet instant législation. Législation. Très bien. Faudra qu'on mette un jingle à l'instant législation. Ouais. On va pas le sortir tous les. Non, tous pas à les chaque fois. épisodes. Bien, ben merci à vous, tous ceux qui étaient là ce soir en live pour nous suivre. Et on Yep. remercie aussi Firfin qui nous a suivis, Albor0188 qui nous a suivis en live ce soir. Merci à vous, bienvenue Merci sur la chaîne. beaucoup. Bienvenue, ouais. Pour te retrouver Stéphane, à part sur ce canapé, où c'est qu'on peut aller? Oh, dis donc, ils sont bien mis. Ah, dans le bon ordre. Dans le bon ordre. Qu'est-ce que t'es trop fort? @LB Stéphane sur Twitter. Très bien. Voilà. Et puis après sur plein d'endroits sur les internets. Hein, mais suivez-moi sur @LB Stéphane et vous verrez la suite. Très bien, le point de départ c'est là-bas. C'est là-bas. Et moi c'est Chris Kamika. C'est également sur Twitter, vous pouvez y aller, ce sera le point de départ. Merci à tous ceux qui nous ont soutenus. Pour ceux qui veulent aussi le faire en même temps, vous pouvez le faire par 2 endroits différents. Yep. Tous ceux qui étaient en live, vous l'avez vu, c'est sur Twitch Prime avec votre abonnement Prime Gaming ou avec votre abonnement pas Prime Gaming. Hein, pour ceux qui n'en ont pas, vous pouvez aussi payer dessus, c'est très bien. Et sinon, ça se passe sur tipeee.com/stdrenegade. Voilà, ça nous permet de participer au financement de tout ce magnifique studio qui nous permet d'enregistrer ces émissions. Grâce à vous. Pardon, encore. Voilà. Sachant que on me souffle dans l'oreillette de la chatroom qui est en live actuellement, que pour tout soutien de plus de 1 euro actuellement, vous participez automatiquement à un tirage au sort, puisque nous faisons gagner régulièrement des lots. Et Ouais. le tirage au sort pour le prochain, ce sera 2 bons d'achat à Ludum. Et Ludum, c'est quoi? C'est... Tu connais? Non. Ah, tu suis pas la chaîne? Non. Abonne-toi. Mets un pouce. Je sais plus à combien je suis, mais c'est plus de 50 mois. je pense. D'accord. Alors, Ludum, il faut regarder Bordel, qui est notre émission autour des jeux de Exactement. plateau. Voilà, donc vous allez avoir des bons d'achat pour des jeux de plateau De que plateau. vous allez pouvoir commander et acheter et jouer. Sur la boutique. Voilà. Et bien, le mois merci. dernier, on avait fait gagner une manette. C'est Voilà. ça. On a fait un heureux, une belle manette. On a fait un Xbox. heureux. Voilà. Et voilà, je vous invite à regarder studiorenegade.fr pour voir justement toutes ces autres émissions qu'on produit ici, notamment Bordel qui a été tourné il n'y a pas longtemps. Et avec On d'autres jouait streamers. Avec des jeux de plateau, tout à fait. Voilà. Et je fais un peu d'auto-promo en avance, mais ça va prendre un petit peu de temps. Si vous avez des enfants qui sont en recherche de formation, qui sont fans de jeux vidéo, je vous invite le 18 novembre, on vous invite le 18 novembre, c'est un mercredi à partir de 14h30, oui, un stream l'après-midi, parce que c'est un stream qui s'adresse aux jeunes de 3e essentiellement, qui sont en train d'étudier leur parcours scolaire, puisque nous aurons la chance d'accueillir ici sur ce canapé pas mal de monde autour de l'industrie du jeu vidéo, qui vont venir présenter leur métier. Voilà, des studios bordelais et au-delà de Bordeaux notamment, qui vont nous parler de différents métiers. Donc il y aura Asobo, Ubisoft, Shiro Games, et il y aura l'association Bordeaux Games, qui vont venir vous présenter ces différents métiers-là et différents intervenants. Et j'aurai la chance de les interviewer ici. Ce sera le 18 novembre. Voilà, sur Twitch ici, évidemment, je le précise pour ceux qui sont sur YouTube. Et bien, sur ce... C'est l'heure de se dire au revoir. Ciao, ciao, à bientôt. Ciao.